Donc, bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau webinar. Aujourd'hui, un webinar un petit peu spécial, comme je le disais, où on va découvrir un petit peu les fonctionnalités avancées. Généralement, ce type de format, on le fait plus sous forme d'atelier. Là, on s'est dit que ça serait bien de l'ouvrir à tout le monde et de le proposer à la suite de tous les webinars précédents. La semaine dernière, vous avez pu peut-être découvrir un petit peu les scénarios avancés que les enseignants, les écoles, les établissements utilisent avec Challenge Me. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la continuité de ce qu'on a vu la semaine dernière, parce que vous allez pouvoir découvrir vraiment comment on met en place une activité Challenge Me et toutes les petites fonctionnalités avancées, comment fonctionnent vraiment les phases les unes avec les autres, toutes les options qu'on peut retrouver sur chaque phase, etc. Souvent, c'est des choses qu'on fait pour les enseignants, pour les utilisateurs. Là, l'idée, c'est de vous montrer en fait tout ce qu'on peut faire et que vous puissiez être vraiment complètement autonome sur la plateforme. Donc, je vais quand même faire une rapide présentation. Ça va aller très vite, hein, parce que je suppose que vous connaissez déjà. Présentation de Challenge Me et des cas d'usage. Après, je m'arrêterai un petit peu sur côté théorique, on va dire, sur l'explication des phases, parce qu'en fait, c'est sur ça que repose vraiment toute la création d'un challenge, c'est sur ces différentes phases et comment on va les arranger, comment on va les lier les unes avec les autres pour créer son challenge. Et c'est avec ça qu'on peut un petit peu tout imaginer. Et pour terminer, après, je montrerai quelques exemples de challenge assez simples. Et après, j'irai sur la plateforme pour faire une mise en pratique. Et là, en fait, je partirai de zéro, en quelque sorte. Je créerai un challenge à partir de zéro et j'ajouterai des phases, je les lirai, j'ajouterai des options, des participants, etc. Et je vous montrerai un petit peu comment tout fonctionne ensemble. Bon, bah, rapidement quand même pour me présenter. Donc, je m'appelle Florent, je suis coach à Challenge Me. Challenge Me, c'est donc une solution d'évaluation et de feedback vraiment pour favoriser l'apprentissage. On travaille avec la plupart des établissements, écoles de commerce, universités, écoles d'ingénieurs, etc. On est intégré aux outils des écoles pour faciliter l'utilisation. Donc, en fait, pas besoin une fois qu'on est intégré dans l'outil, pas besoin de fournir des identifiants de connexion, etc. On est complètement intégré et les utilisateurs ont simplement à ajouter Challenge Me dans leur cours et ils cliquent dessus pour l'utiliser. Idem pour les participants, s'ils doivent, si c'est des étudiants ou des enseignants pour évaluer. Avec notre outil, on va pouvoir vraiment, on a défini trois grands axes d'évaluation. Donc l'évaluation de production qui est sur de l'évaluation de livrables, donc des travaux qui seront déposés, ou de l'évaluation de présentation ou prestation. On peut utiliser les deux mots. C'est pas forcément une présentation en classe. Ça peut être une prestation réalisée dans le cadre de choses plus concrètes. Euh, Deuxième grande brique, c'est l'évaluation donc des personnes, donc on va dire donc l'évaluation des membres du groupe, de l'auto-évaluation, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au sein des groupes de travail. Une fois que les personnes ont réalisé un travail en commun, ben voilà, ça nous permet de voir un petit peu ce qui s'est passé et à tout le monde de donner du feedback à ses camarades et aussi à s'auto-évaluer pour un petit peu se juger un petit peu comment on se sent au sein du groupe. Et la dernière brique, c'est une brique un petit peu différente concernant l'évaluation. On a appelé ça évaluer le dispositif. Donc, c'est pour vraiment venir évaluer la qualité des feedbacks. Donc, lorsque j'ai mis une évaluation par les pairs, est-ce que les feedbacks ont été de qualité? Est-ce que mes étudiants, par exemple, ont compris l'idée et l'intérêt de tout ça, etc. Est-ce qu'ils ont donné des bons feedbacks? Les étudiants aussi peuvent également évaluer les feedbacks qu'ils ont reçus. Voilà, et ça donne une idée pour voir si un petit peu le challenge, donc nous on appelle ça un challenge, un ensemble de phases, s'est bien déroulé. Et pour terminer, on a aussi une nouvelle brique qui est l'évaluation des enseignements qui va permettre tout simplement aux étudiants d'évaluer leur enseignement. Donc ça peut être un enseignant, un cours, un programme, voire même l'établissement au global. Et comment on va pouvoir mettre tout ça en place? C'est avec nos fameuses phases. J'en ai parlé juste avant et je vais vous les présenter. Je vais prendre un peu de temps là pour présenter un petit peu toutes ces phases parce que vraiment, c'est une fois qu'on a compris toutes ces phases, on peut imaginer un petit peu tout et n'importe quoi dans la création de challenge. Ça arrive très régulièrement en fait. C'est des enseignants, des utilisateurs qui viennent avec des idées en nous disant mais j'aimerais faire ça, ça, ça. Et en fait, on se rend compte qu'en arrangeant un petit peu ces phases comme on veut, on arrive à répondre quasiment à tous les cas d'usage. Donc, les phases sont, vous verrez, c'est le cas aussi sur la plateforme, sont représentées par des couleurs, en fait.
Tout ce qui concerne la réalisation d'un travail, ça va être vert. Tout ce qui concerne l'évaluation d'une présentation ou d'un travail, ça va être bleu. Tout ce qui concerne l'évaluation de personnes, ça va être violet. L'évaluation de feedback, ça va être doré. Et des résultats, ça va être rouge. Donc ça, vous le retrouvez tout au long d'un challenge sur la plateforme, que ce soit pour les participants ou pour vous lors de la création ou pour le suivi de l'activité, vous retrouverez toujours ces couleurs. Donc ça, c'est un premier point. Tout le monde ne le remarque pas forcément, mais au moins, vous pouvez très rapidement identifier quel type de phase c'est rien qu'avec la couleur. Je vais commencer avec les deux premières phases. En fait, on a des phases de dépôt de travaux. Donc ça, je vais partir sur la deuxième. Ça, c'est vraiment des étudiants, des personnes, on va dire, parce que ça peut, on dit étudiants, mais pas forcément, c'est des utilisateurs qui vont venir déposer un travail sur la plateforme. Donc tout type de livrable, de la vidéo, du PDF, du document Word, Excel, n'importe. Des documents avec tout type de format, il n'y a pas de restriction là-dessus, peuvent être déposés sur la plateforme. Et ensuite, on a aussi une phase qu'on appelle aussi dans notre jargon interne, on appelle ça les phases externes. En fait, c'est des phases de travaux qui ne sont pas réalisées ou déposées du moins sur la plateforme Challenge Me. Mais elles vont être essentielles dans la construction d'un challenge parce que, en fait, on va quand même devoir la créer parce qu'on va indiquer qui doit être évalué. OK, il n'y a pas de livrable qui est déposé, donc ça peut être juste une présentation en classe, mais il faut quand même matérialiser cette phase, donc comme je disais, de dépôt externe, qui va permettre d'inscrire les participants. Pour dire, ben voilà, ce sont ces participants qui sont à évaluer parce qu'ils ont réalisé une présentation, une prestation, ou tout simplement que le devoir a été déposé sur une autre plateforme. Ça arrive aussi. Mais si on veut utiliser ChangeMe pour l'évaluation, il faut matérialiser cette phase de dépôt externe. Voilà, on peut la nommer aussi comme ça. Donc vraiment, vous avez ces deux types de phases. Donc ça, c'est ce qui va être évalué. Ou des prestations, des dépôts externes ou présentations en classe, et des dépôts de travaux, donc des livrables qui vont être déposés sur la plateforme. Donc ça, c'est pour les deux premières phases de dépôt. C'est tout ce qui sera évalué. Ensuite, dans l'évaluation, on a, comme vous le voyez, trois phases d'évaluation distinctes. Une phase d'évaluation des travaux. Donc ça va venir évaluer justement ou des travaux qui ont été déposés, ou des présentations en classe, ou des prestations, etc. C'est vraiment de l'évaluation de livrables. Donc c'est ce type de phase que vous allez utiliser, que ce soit pour l'évaluation par les pairs, donc en inscrivant peut-être des étudiants dedans, ou de l'évaluation par les enseignants, ou de l'évaluation par un jury, etc. À chaque fois que vous avez besoin d'inscrire une population dans une évaluation, l'idée c'est de créer une nouvelle phase d'évaluation de travaux pour dire, ben voilà, dans cette phase-là, j'inscris tel type de population et ils viendront évaluer tel livrable ou telle présentation. Ensuite, on va avoir les deux phases d'évaluation, on va dire auto-évaluation et évaluation des membres du groupe, donc ce qui permet d'évaluer les personnes avec qui on a travaillé. Donc ça, c'est assez simple, ça c'est bien compris dans l'idée. Ici, on inscrit des groupes, on n'inscrit pas pour la première phase d'évaluation des membres du groupe, on n'inscrit pas les participants de façon individuelle, on les inscrit vraiment en groupe. Et de ce fait, on va demander à chaque personne d'évaluer les autres personnes de son groupe. Voilà, donc ça, c'est, vous le verrez, je le montrerai, mais souvent, on pense, ah oui, mais chacun évalue individuellement, donc je dois les inscrire individuellement. Non, attention, pour l'évaluation des membres du groupe, il faut bien inscrire les groupes pour qu'on connaisse la composition des groupes et pour qu'on leur propose d'évaluer uniquement les membres de leur groupe. Sinon, ils s'évalueront, si on les met individuellement, ils s'évalueront juste eux-mêmes. Et pour ça, si on souhaite qu'ils ne s'évaluent juste que eux-mêmes, on a une phase dédiée qui s'appelle l'auto-évaluation, hein, évidemment. Et là, on les inscrit individuellement et chacun, individuellement, va venir simplement s'auto-évaluer. Ensuite, on a l'évaluation, une phase d'évaluation des feedbacks. Alors, on a deux phases réellement d'évaluation de feedback. On a une phase d'évaluation des feedbacks reçus. Donc, c'est des feedbacks que j'aurais reçus dans une précédente phase. Donc, ça implique qu'en amont de cette phase-là, il y a eu une phase d'évaluation et que j'ai été évalué. Et donc, comme j'ai été évalué, je vais pouvoir aller consulter mon évaluation et je vais pouvoir évaluer la qualité de cette évaluation que j'ai reçue. Donc ça, c'est l'évaluation des feedbacks reçus. Et on a de l'évaluation de feedback plus globale. Ça, c'est généralement utilisé par les enseignants qui vont venir évaluer la qualité des feedbacks de leurs étudiants. Donc là, je ne vais pas évaluer des feedbacks que j'ai reçus, c'est que je vais évaluer tous les feedbacks qui ont été donnés par les participants sur une précédente phase d'évaluation.
Donc vraiment, la phase d'évaluation des feedbacks, elle est conditionnée forcément à une phase d'évaluation en amont. Et ensuite, on a les phases de résultats. Alors, faut pas voir ça comme un résultat global. Une phase de résultat peut intervenir, on peut la mettre un petit peu où l'on veut dans le process. Si on veut que des résultats soient disponibles de façon temporaire à un certain moment, on peut ajouter comme ça dans son challenge plusieurs phases de résultats. On le voit très régulièrement pour dire, bah voilà, là c'est un point d'étape. Ils ont fait une première partie de leur évaluation. On met une phase de résultat. Vous verrez qu'il y a toute une liaison entre les phases pour dire, je ne veux les résultats que de cette phase d'évaluation. Et ensuite, peut-être à la fin du parcours, on aura une nouvelle phase de résultat qui, elle, sera peut-être plus globale, etc. Donc, vous verrez que ces phases de résultat aussi sont bien pratiques et bien utilisées. On peut faire des choses assez complexes avec. Rapidement, pour montrer les petites activités qu'on a déjà clés en main, vous retrouvez directement ces phases. Donc, vous avez des modèles tout prêts qu'on propose sur la plateforme, que vous utilisez déjà certainement. Donc, l'évaluation des membres du groupe, qui sera composée de deux phases par défaut. Une phase d'évaluation des membres du groupe, une phase d'affichage des résultats, une phase d'évaluation, un modèle d'évaluation des livrables avec dépôt de travaux, évaluation des travaux et résultats, évaluation de présentation orale, comme je disais, évaluation de présentation, mais vous verrez que sur ce modèle-là, évaluation de présentation orale, ça implique une première phase en amont, c'est celle dont j'ai parlé, c'est la phase un petit peu ce qu'on appelle de dépôt externe. C'est une phase où on va inscrire les participants à la présentation. Il faut bien qu'on sache qui on doit évaluer, si c'est des groupes, si c'est des étudiants individuellement. Et donc là, on aura en réalité trois phases sur cette phase d'évaluation de présentation orale, avec une phase d'inscription des groupes, on peut la nommer comme ça aussi, une phase d'évaluation des présentations et une phase d'affichage de résultats. Et ensuite, des phases, un modèle d'auto-évaluation où on va pouvoir avoir comme ça plusieurs phases qui s'enchaînent sur de l'auto-évaluation en inscrivant des étudiants de façon individuelle. Ce sont quelques exemples, on a pas mal de modèles prêts à l'emploi comme ça. Et en fait, vous verrez que l'idée, c'est très souvent de partir d'un modèle qui existe déjà et ensuite de le modifier, l'arranger, ajouter des phases, supprimer des phases comme vous le souhaitez pour arriver vraiment à ce que vous souhaitez. Euh, Par exemple, sur des scénarios plus avancés, on a un scénario un petit peu comme ça où on pourrait avoir de l'auto-évaluation pour démarrer, ensuite du dépôt par les étudiants, ensuite des différentes phases d'évaluation. Donc, comme je disais, hein, si on inscrit plusieurs populations d'évaluateurs, on peut les mettre chacune dans une phase distincte. Ça va servir peut-être à mettre des dates différentes sur chacune des phases ou des critères différents pour chaque population d'évaluateurs, etc. Donc là, dans mon exemple, j'ai trois phases d'évaluation, ensuite une phase de résultat et pour terminer, une dernière phase d'auto-évaluation. Et par exemple, pour créer ce challenge, je pourrais partir de zéro ou je vais revenir à l'étape précédente. On voit qu'il y a une phase de dépôt, une phase d'évaluation, une phase de résultat. Je pourrais très bien me servir du modèle par défaut évaluation de livrable. Comme ça, j'ai une base ici et je viendrai comme ça rajouter une phase d'auto-évaluation, plusieurs autres phases une phase d'auto-évaluation, plusieurs phases d'évaluation et une dernière phase d'auto-évaluation. Euh, voilà, donc vous voyez que soit vous partez de zéro, soit vous utilisez un modèle, mais l'idée c'est de comprendre comment les phases fonctionnent pour faire un petit peu tout ce que vous souhaitez. Alors je vais passer directement sur la plateforme. Si vous avez des questions, ou voilà, n'hésitez pas à allumer le micro, poser des questions aussi. Là, ça va vraiment être du concret. Donc si je passe sur la plateforme et que vous voyez des choses qui vous interpellent, n'hésitez pas à poser la question directement. Hop, je vais changer le partage d'écran. Je vais mettre ça devant. J'espère que tout le monde voit bien mon écran. Je vérifie que c'est bon, ça a l'air d'être bon. Donc là, je suis directement dans mon cours. Je vais ajouter une activité Challenge Me, hein, tout simplement. Dans Moodle, je passe en mode édition, j'ajoute une activité Challenge Me, je vais vraiment partir de zéro. J'ajoute Challenge Me, je vais simplement l'appeler test ici et je reviens en cours. Et pour accéder à la configuration du challenge, je clique dessus et voilà, et je tombe directement sur Challenge Me. Vous voyez on retrouve un petit peu tous ces modèles dont j'ai parlé, dépôt, évaluation de travaux, évaluation des membres du groupe, l'évaluation de présentation en classe. Voilà, c'est des modèles déjà tout prêts directement. Si vous cliquez, vous pouvez avoir un aperçu des différentes phases ici.
qui constituent en fait ce modèle. Donc, comme je le disais, par exemple, pour l'évaluation de présentation en classe, on a une phase d'évaluation des groupes ou des étudiants qui présentent et une phase de résultat. Mais si je regarde l'aperçu, j'ai une fameuse troisième phase ici qui s'est ajoutée en amont, qui permet l'inscription des groupes ou des participants à évaluer. Voilà, donc c'est cette fameuse phase de dépôt externe, enfin, elle peut avoir plusieurs noms, qu'on doit d'ailleurs paramétrer sur ce type de challenge. L'idée, moi, c'est que je vous présente tout à partir de zéro. Donc, je vais vraiment créer un nouveau challenge sans modèle ici directement et je vais renseigner les différentes étapes. Alors, il y a des étapes où je vais passer très rapidement. Typiquement, les consignes ici, bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Vous renseignez les consignes à chaque étape. Les critères d'évaluation, je passerai rapidement. Et pareil pour l'assistance IA, je passerai assez rapidement. On va surtout prendre un peu de temps sur la planification. Sur l'inscription des participants, parce que c'est un point central aussi, comment je dois inscrire mes participants? Est-ce que je dois les inscrire à partir de mon cours? Est-ce que je peux récupérer des groupes? Est-ce que si j'ai mes groupes en fichier Excel, comment je vais les inscrire, etc. Donc on passera un peu de temps ici sur les participants et éventuellement aussi sur l'attribution des évaluateurs. Il faut bien comprendre le système d'attribution sur la plateforme, en fait, qui va évaluer qui, combien de travaux vont être évalués, etc. Et donc tout ce système, c'est géré ici dans l'attribution des évaluateurs, mais on va quand même passer un petit peu sur toutes les étapes. Donc la première étape, information générale. Alors ici, c'est quand même des informations importantes. En fait, ici, vous retrouvez euh, la notion de liaison entre le Challenge Me et votre cours. Et donc ici, vous retrouvez le nom. Donc je l'ai nommé test dans mon cours. Donc ici, je vois bien que ce challenge que je suis en train de créer est bien relié à mon activité test qui est dans mon cours. Parfois, on a besoin de relier un challenge à plusieurs activités parce qu'en fait, mon cours peut comporter plusieurs sections et mon challenge va se dérouler en plusieurs étapes. Et je veux que chaque section de mon cours, quand on clique sur l'activité Challenge Me, ça amène à la bonne étape. Mais en fait, toutes ces étapes sont dans le même challenge. Et on peut faire ça, en fait, ici, j'ai une activité, mais je peux très bien, je vais revenir dans mon cours, ici, créer une nouvelle activité. Imaginons que c'est dans une autre section du cours, hein, je vais la créer ici, mais imaginons que c'est dans une autre section. Je vais créer un test 2 ici, que je vais enregistrer et afficher. Je vais simplement cliquer sur ce test pour que la connexion se fasse avec Challenge Me. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est pas de créer un nouveau challenge, je vais retourner sur mon challenge initial ici et je vais dire, bon, bah, sur ce challenge-là, en fait, je veux que deux activités, donc là, je les ai fait dans le même cours, mais on peut même imaginer deux activités qui sont dans deux cours complètement distincts, ramènent sur le même challenge. Ça arrive parfois aussi quand des fois on a des challenges, on a des cours pour des anglophones et francophones, mais on aimerait qu'ils participent tous au même challenge. Et bien, on crée deux activités dans les cours et ici, on les relie. Et donc, pour relier, c'est simple. Ici, j'ai mon premier activité qui est bien reliée à mon challenge. Et là, je peux cliquer sur lier à une activité du LMS. Et ici, je vais retrouver mon test 2 que je viens de créer, là, le 10 février, 11h49. J'ai mon test 2. Je peux cliquer ici. Je sélectionne. Hop, je vais le relier. Et là, j'ai mon challenge qui est relié à deux activités. Donc ça, voilà, c'est une notion fondamentale de la liaison entre vos cours et Challenge Me. Ça fonctionne comme ça. Vous pouvez relier autant d'activités à un challenge, sachant que un challenge doit au moins être relié à une activité dans votre cours. Parfois, vous aurez un message ici, si vous ne l'avez pas fait, si vous n'avez pas créé un challenge via votre cours, que vous êtes allé directement sur la plateforme Challenge Me et que vous avez créé un nouveau challenge, celui-ci ne sera pas relié à votre cours et vous aurez un message vous indiquant que, attention, ce challenge que vous êtes en train de créer n'est pas relié à votre cours et du coup ne sera pas accessible par les participants. Voilà, ça c'est le premier point un peu important sur cette notion de liaison. Rapidement, ici, ça reprend le nom de votre cours. Il n'y a pas forcément d'informations importantes. Le titre de votre challenge, vous mettez ce que vous souhaitez. Vous pouvez agrémenter d'images, donc images de profil, images de couverture. Vous pouvez cliquer ici sur l'aperçu pour voir un petit peu l'image de profil s'affichera un rond ici et l'image de couverture, c'est la grande couverture ici dans le fond, la sorte de bannière. Ça, c'est l'aperçu que verront les étudiants lorsqu'ils arriveront sur la plateforme pour participer au challenge. Donc vous pouvez consulter tout ça. Un petit résumé du challenge ici, sachant que ce résumé sera inclus dans l'email de démarrage. C'est-à-dire que le challenge va démarrer, il y aura des notifications qui vont partir, si vous les avez activées ou non, je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais quand une notification part, elle inclut systématiquement ce résumé, en fait. Donc c'est bien de mettre un petit peu
résumé au global de ce que devront faire les utilisateurs. Comme ça, quand ils reçoivent l'email, ils savent un petit peu ce qu'il en est. Vous pouvez aussi ajouter des ressources. Donc en fait, si on passe en aperçu, on verra que le résumé s'affichera ici et les ressources aussi ici qui pourront être téléchargées par les participants directement sur la plateforme. Une option très peu utilisée, mais voilà, qui peut être pratique dans un cas très particulier, en fait, c'est l'anonymat total. Par défaut, sur la plateforme, en tant qu'enseignant, lorsque vous arrivez, vous créez un challenge, vous pouvez suivre toutes les interactions et elles sont nominatives. Vous voyez vraiment la liste de vos étudiants, qui a donné tel feedback à qui a donné telle note, qui a déposé tel travail, etc. Vous avez une vue globale. C'est pas du tout anonymisé. Dans certains cas très particuliers, on souhaite que même les enseignants, même les utilisateurs, même les managers de la plateforme doivent consulter des données sur un challenge de façon totalement anonyme. Et en fait, ici, si je souhaite que le challenge devienne totalement anonyme, non pas par les utilisateurs, les participants, les étudiants, pour eux, ça sera toujours anonyme. Quand j'évalue un travail, pas une personne. Et quand je reçois des évaluations, je reçois des évaluations de façon anonyme. Ça, c'est toujours le cas. Mais si je veux que même les managers, même les administrateurs du challenge ne voient plus les noms des échanges, etc., des feedbacks, il faut cocher cette case. C'est un cas un peu particulier, mais c'est une question qui revient souvent. Est-ce que si je coche ça, c'est anonyme juste pour les étudiants? Non, c'est anonyme pour tout le monde. Donc c'est assez peu utilisé quand même. Mais ça peut répondre à un cas d'usage bien spécifique. Voilà pour la partie information générale. On va passer à la planification ici. Et donc là, je vais passer un peu, voilà, un peu de temps. Je vais vous montrer comment les phases sont liées les unes aux autres. Donc, je vais ajouter une première phase ici. Je vais me créer mon petit challenge. Et là, on retrouve les phases que je vous ai présentées. Donc, dépôt de travaux, évaluation de travaux ou présentation en classe. On verra que si je choisis cette phase, on va me demander si je dois évaluer une présentation ou un livrable déposé. L'évaluation de la qualité des feedbacks, j'en ai parlé aussi, l'évaluation des membres du groupe, auto-évaluation, évaluation des feedbacks reçus, hein. Donc les deux phases d'évaluation des feedbacks sont ici, et la phase de résultat. Je vais faire quelque chose d'assez simple, je vais ajouter ma première phase d'évaluation de travaux, je peux la nommer ici, donc je peux laisser le nom par défaut et définir des dates. Je peux aussi également définir une date d'autorisation de dépôt tardif. Ici, c'est la date de démarrage à laquelle les participants, pardon, vont pouvoir déposer, commencer à déposer ici à la deadline pour déposer leurs travaux et je peux autoriser tardivement. Par exemple, je dis, allez, je leur laisse une journée de plus pour déposer leurs travaux ici, 24 heures de plus. Et en fait, toute la communication sera faite par les emails, etc., sur cette date-là, la date de fin. Mais réellement, la plateforme sera ouverte 24 heures de plus si, ils souhaitent déposer leurs travaux en retard. Sachant qu'un travail déposé en retard pourra être visible dans le suivi de l'activité et vous pourrez même appliquer des pénalités sur ces retards. Donc là, j'ai créé ma première phase ici et on voit que derrière, il y a un petit zéro, c'est-à-dire que, il n'y a rien qui suit cette phase, il n'y a aucune phase d'évaluation, il n'y a aucune phase de résultat qui est liée à cette phase, c'est normal, il n'y en a qu'une seule. Voilà pourquoi j'ai ces petits indicateurs ici, c'est le nombre de phases liées qui vont suivre cette phase de dépôt. Donc, pour ensuite, qu'est-ce que je veux? Je veux pouvoir avoir une évaluation derrière ces dépôts de travaux, donc je vais cliquer ici. Je vais nommer ma phase ici et on me pose une question. Que doivent évaluer les participants? Des travaux déposés sur ChallengeMe ou une présentation en classe ou une prestation nécessitant pas de dépôt. Dans mon cas, c'est des travaux déposés. J'ai créé la phase précédente justement qui va bien. Donc, je vais dire c'est des travaux déposés sur ChallengeMe. Et ici, je vais me dire, OK, donc c'est des travaux déposés sur ChallengeMe. Donc, est-ce que c'est une nouvelle phase de travaux évalués? Parce qu'en fait, j'ai créé plein de phases et je veux une nouvelle phase. Ou est-ce que j'évalue des travaux d'une phase existante? Moi, j'ai créé ma phase précédente. Je vais dire, j'évalue les travaux d'une phase existante. Et je choisis la phase en question. Là, c'est simple, j'en ai qu'une, donc il la détecte. C'est mes dépôts de travaux ici. Je vais cliquer. Je vais mettre mes dates d'évaluation et voilà, je vais valider. Donc là, j'ai ma deuxième phase ici. Et on voit bien qu'à gauche, c'est les phases liées en amont et à droite, c'est les phases suivantes qui sont liées à cette phase-là. Donc là, ma phase de dépôt est bien liée à une phase suivante ici. Ma phase d'évaluation est bien liée à une phase en amont qui est celle-ci. Et par contre, la phase d'évaluation n'est reliée encore à rien derrière. Donc je vais ajouter une nouvelle phase et je vais demander par exemple aux participants d'évaluer les feedbacks qu'ils ont reçus. Donc je vais cliquer ici, je vais toujours le nom de ma phase,
Les phases liées, OK, quels feedbacks devront être évalués ici? Donc, c'est sur ma phase, j'en ai qu'une seule, mais si j'en avais plusieurs, je pouvais sélectionner les différentes phases d'évaluation. Donc, c'est ma phase d'évaluation de travaux. Je vais définir mes différentes dates et je vais créer. Voilà. Et là, j'ai ma phase d'évaluation des feedbacks reçus et on voit qu'automatiquement, ben maintenant, ma phase d'évaluation ici a bien une phase qui suit. Ma phase d'évaluation des feedbacks reçus a bien une phase en amont qui est celle-ci. Et ici, j'ai rien derrière. Et là, je peux dire, bon, ben, je vais enfin ajouter, pour terminer, ma phase de résultat. Je valide. Je dis alors, qu'est-ce que je vais lier à ma phase de résultat? Et pourquoi il n'y a pas un choix par défaut? Parce que je peux lier plusieurs choses. Je peux lier juste l'évaluation des travaux. Je peux lier juste l'évaluation des feedbacks. Donc, c'est qu'est-ce qui va être inclus dans cette phase de résultat. Je vais dire, bah, par exemple, je veux que tout soit inclus, tous mes résultats soient inclus. Mais si je souhaite que l'évaluation des feedbacks reçus ne soit que pour moi en tant qu'enseignant et que les étudiants ne puissent pas consulter réellement l'évaluation des feedbacks reçus, je peux tout à fait la décocher et c'est seulement moi de mon côté qui pourrais voir les résultats dans le suivi de l'activité. C'est vraiment ce que vous souhaitez impliquer dans cette phase de résultat ici. Donc je vais sélectionner en l'occurrence moi les deux, parce que je estime que les deux, cette phase de résultat doit concerner les deux phases d'évaluation. Je vais mettre à quelle date le système doit calculer tous les scores, etc. pour ces deux phases d'évaluation et je vais cliquer sur créer. Et voilà. Et là, je me retrouve avec un challenge où j'aurai des dépôts, des évaluations des feedbacks reçus et des résultats. Et je peux comme ça créer mon propre challenge. Imaginons que je souhaite ensuite me dire, bon, ben, en fait, j'ai envie de rajouter l'évaluation par les enseignants. Donc, comme je le disais, je vais ajouter une phase d'évaluation de travaux. Qu'est-ce que je dois évaluer? Toujours pareil, c'est des travaux d'une phase existante, donc typiquement de la phase de dépôt des travaux qui a déjà été créée. À quelle date? Donc je vais laisser les dates par défaut, etc. Et ici, j'ai ma nouvelle phase d'évaluation des travaux. Donc là, on voit que j'ai deux phases d'évaluation des travaux, pas simple pour les distinguer. Donc je peux tout à fait cliquer sur ce bouton d'option ici pour la renommer. Et ici, par exemple, je vais avoir ma phase d'évaluation des travaux par l'enseignant. Ici, je peux renommer comme je souhaite la phase. Et voilà, je l'ai. Pareil, dans la disposition, c'est pas très clair ici pourquoi elle est à la fin alors qu'elle devrait se situer à peu près en même temps. Ben, pas de souci, je peux tout à fait cliquer là pour déplacer et organiser un petit peu mes phases. Ça n'a pas d'impact sur le déroulé, c'est juste visuel pour qu'on ait quelque chose de plus clair ici. Donc là, j'ai ajouté ma phase, mais qu'est-ce qu'on voit? Ben, cette phase, elle est reliée à rien derrière. Et aussi, une nouvelle phase. Donc en fait, pour l'instant, il n'y aura pas d'évaluation des feedbacks de cette phase et il n'y aura pas, non, elle n'est pas inclue non plus dans ma phase de résultat. Et donc là, je peux dire, bon, ben alors, je ne veux pas que les étudiants évaluent mon feedback, hein, je suis l'enseignant, hein. Ils n'ont pas évalué mon feedback, ils évalueront les feedbacks que de leur père, donc on va laisser cette phase-là, on ne va pas rajouter. Par contre, ma phase de résultat ici, je veux qu'elle implique aussi ma phase d'évaluation par l'enseignant, et du coup, je vais venir cliquer ici pour l'ajouter. Et donc là, hop, automatiquement, maintenant, on voit bien que cette phase de résultat est liée à trois phases d'évaluation, celle-là, celle-là et celle-là. Et on voit bien que ces trois phases d'évaluation sont bien reliées toutes à des phases suivantes. Donc deux pour celle-là. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi la phase d'évaluation des feedbacks reçus et la phase de résultat. Et une seule pour celle-là parce qu'il y a la phase de résultat derrière. Voilà comment ça s'articule un petit peu. Et donc là, on peut imaginer des scénarios bien plus avancés une fois qu'on a compris tout ça. Rapidement, une fois que vous avez créé votre planification, on va passer sur les autres étapes. On a les consignes et là, ça va représenter sur toutes les étapes suivantes, on va avoir la même fonctionnalité, on va dire le même fonctionnement, pardon, où on clique sur l'étape et sur la gauche, on retrouve nos phases. Donc, je clique sur les consignes, je peux définir les consignes de ma phase de dépôt de travaux, les consignes de ma phase d'évaluation des travaux, les consignes de l'évaluation des travaux par les enseignants, etc. Je vais ici définir les consignes de chaque étape. Je peux ajouter des documents pour chaque étape, etc. Ensuite, j'ai les participants. Même principe, je vais cliquer sur les participants et sur la gauche, je vais définir les participants pour chaque étape. Plusieurs options. Je peux importer des participants directement donc depuis mon cours en cliquant sélectionner des participants. Donc là, ça va venir directement dans mon cours dans Moodle et je vais pouvoir sélectionner des participants. Si ma liste de participants a été mise à jour récemment, je peux cliquer sur récupérer les utilisateurs et groupes et en fait, ça va faire une mise à jour des utilisateurs de votre cours pour les récupérer. Attention, ici, c'est simplement une vue de votre cours. C'est pas ceux qui sont inscrits dans le challenge. C'est vraiment une vue de votre cours pour pouvoir les inscrire. Donc là, c'est les personnes qui sont dans mon cours et je peux venir sélectionner ces étudiants. Donc là, j'ai cliqué
Je vous remonte dans la partie inscrire individuellement, donc je peux les inscrire individuellement. Je peux aussi les inscrire en groupe. Si j'ai des groupes dans mon cours, je vais faire sélectionner les groupes. Et là, je vais aller dans la partie tous mes groupes. Là, en l'occurrence, j'ai trois groupes. Donc, je peux tout à fait les inscrire en groupe. Si j'ai besoin d'avoir la composition du groupe, je peux cliquer ici pour voir vraiment la composition de mon groupe A ici. Et donc, une fois que j'ai sélectionné tous mes groupes, je peux venir les inscrire. Voilà, typiquement, là, je vais les inscrire ici sur mon challenge. Donc, j'ai mon groupe A, mon groupe B, mon groupe C. Si je dois faire des modifications sur la plateforme parce qu'il y a eu des changements, je peux tout à fait aussi déplacer un étudiant d'un groupe à un autre, supprimer un étudiant d'un groupe ou même ajouter un participant à un groupe ici directement. Donc, vous l'avez toutes les boutons d'options ici à chaque fois avec les trois petits points. Vous pouvez également ajouter des participants via un fichier Excel. S'ils ne sont pas présents dans votre cours, si les groupes ne sont pas présents dans votre cours, vous pouvez tout à fait cliquer sur, par exemple, inscrire en équipe et à partir d'un fichier Excel. Et là, c'est assez simple, hein, on vous l'indique. Comment importer et inscrire des participants? En fait, il faut simplement un fichier, donc généralement un fichier Excel, hein, mais tout type de format est pris en compte, avec une colonne email et une colonne groupe. Voilà, c'est le minimum qu'on vous demande. On vous demande vraiment un email ou groupe. Vous pouvez cliquer ici pour avoir un exemple de format. On a représenté un petit peu un fichier Excel. La petite subtilité, c'est que si vous avez un fichier Excel avec plusieurs feuilles, c'est uniquement la première feuille qui est prise en compte. Donc faites attention d'inscrire bien sur la première feuille tous les participants que vous souhaitez inscrire. La plateforme ne peut pas lire toutes les feuilles de votre fichier. Si besoin, vous pouvez télécharger un modèle ici de fichier et vous remplissez directement les participants dans ce modèle-là. Mais généralement, c'est assez simple, hein. C'est juste une colonne avec tous les emails des étudiants ici et une colonne avec tous les groupes qui correspondent à chaque étudiant. Si c'est de l'inscription individuelle, vous n'avez pas besoin de mettre les groupes, vous mettez uniquement les étudiants ici. Ensuite, vous mettez votre fichier et ça vous les inscrit directement en groupe. Une fois que vous avez fait une première inscription, vous pouvez faire la même chose sur toutes les étapes, les inscrire en groupe ou individuellement, ou une deuxième option, une fois que vous avez fait une première inscription, dire je souhaite réutiliser des inscriptions d'une phase précédente. Donc ça vous évite d'à chaque fois remettre un fichier, si vous avez utilisé un fichier Excel, de remettre à chaque fois systématiquement un nouveau fichier. Et là, vous allez pouvoir définir, OK, je veux que les participants à cette phase-là d'évaluation des travaux, ça soit les mêmes que ceux qui ont déposé leurs travaux. Je peux les inscrire à l'identique. Donc je vais les inscrire, donc je les ai inscrits ici en groupe. Donc si je les ai inscrits à l'identique, ça va être des évaluations à réaliser en groupe. Mais la plupart du temps, ce qu'on veut, c'est que les évaluations soient réalisées de façon individuelle. Et donc ici, je peux les inscrire individuellement. Et là, je vais cliquer ici, je vais avoir mes 16 étudiants qui sont inscrits de façon individuelle, chacun, sur cette phase-là. Pour une phase d'évaluation, par exemple, des enseignants, donc si on souhaite inscrire une nouvelle population, ben, deux options. Soit on inscrit les participants individuellement, donc c'est ce que je vais faire ici. Et je vais pouvoir sélectionner d'autres participants ici directement dans mon cours. Ou si je souhaite inscrire des enseignants, on a un onglet Manager et ici vous allez pouvoir retrouver tous les enseignants de votre cours directement pour pouvoir les inscrire. Donc par exemple, je vais inscrire Jean ici en tant qu'évaluateur dans ce challenge. Donc c'est Jean qui va venir évaluer les groupes en tant qu'enseignant. Pareil pour l'évaluation des feedbacks reçus, vous pouvez inscrire directement tous vos étudiants ici en un clic en réutilisant les inscriptions d'une phase précédente. Donc voilà comment se passe l'inscription des étudiants. On va passer sur les critères d'évaluation ici. Donc là, bah, c'est simple. Je vais le présenter rapidement, mais vous devez certainement connaître. Vous pouvez faire un nouveau critère, donc ajouter des nouveaux critères. Sur chaque critère, on vous demande est-ce que vous souhaitez que les participants puissent laisser un commentaire spécifiquement sur ce critère, oui ou non. Si c'est oui, est-ce que vous souhaitez que le commentaire, pardon, soit obligatoire ou non? Vous pouvez définir vos modalités d'évaluation, donc que ce soit des étoiles, des nombres, définir le nombre, éventuellement, enfin le score, des options prédéfinies. Donc là, vous allez définir différentes options que l'étudiant ou le participant va devoir sélectionner sur ce critère-là. Case à cocher, pareil, c'est une sorte de oui-non. Si c'est coché, ça vaut tant de points. Si c'est pas coché, c'est tant de points et un champ de texte. Donc ça correspond plutôt aux questions ouvertes. Et là, vous allez définir votre question et les étudiants vont pouvoir répondre, enfin les participants vont pouvoir répondre et il n'y aura pas de notion de note sur ce critère spécifiquement.
Donc là, rien de compliqué ici. Vous avez aussi notre base de critères ici directement, donc vous pouvez consulter. On a tout un listing de critères déjà prédéfinis. Vous pouvez les retrouver là. Vous pouvez aussi éventuellement voir les critères de l'école. Si votre établissement a défini des critères au niveau global de l'établissement, vous pouvez les retrouver ici. Et vous pouvez aussi également mettre en favori certains critères pour les retrouver dans l'onglet Mes critères ici. Pour mettre en favori un critère, c'est très simple. Je vais ajouter un de mes critères ici dans mon challenge. Je vais ajouter ces deux critères par exemple ici. Celui-ci est en option prédéfinie, celui-ci est en étoile. Ça pose pas de problème. Le système va recalculer les notes, etc. Vous pouvez tout à fait avoir des critères avec des modalités différentes et des échelles de niveaux différentes. Il y a aucun souci. À la fin, vous aurez le score comme que vous souhaitez. Vous allez pouvoir le paramétrer dans les options. Et ici, comme je disais, si je souhaite récupérer ce critère pour le retrouver dans mon onglet Mes critères ou si je viens de le créer et j'ai pas envie de le recréer à chaque fois, je peux cliquer ici sur Ajouter à mes critères et hop, je viens d'ajouter. Donc j'ai ajouté adaptabilité. Si je clique sur Critères prédéfinis et mes critères, je vais retrouver mon critère que je viens d'ajouter, adaptabilité, directement. Donc ça vous permet d'enregistrer vos critères et de les utiliser d'une phase à une autre ou d'un challenge à un autre, assez simplement. Vous pouvez aussi éventuellement dupliquer un critère. Parfois, c'est bien de le faire. Si on crée, on a juste à changer le nom à chaque fois et on garde la même échelle. On crée une première fois le critère et on le duplique, on change le nom, on le duplique, on change le nom. Et comme ça, on crée facilement sa grille de critères. Vous pouvez aussi supprimer un critère si vous avez fait une erreur, etc. Vous pouvez permettre aux participants de ne pas évaluer un critère si besoin. Donc, typiquement, on a en ce moment des challenges où les étudiants doivent déposer des CV et des vidéos. Donc, il y a tout un listing de critères concernant le CV et d'autres critères concernant la vidéo. Certains ne déposent pas de vidéo et en fait, faut que dans la configuration du challenge, cette case soit cochée pour permettre aux évaluateurs de dire, bon, ben, il n'y a pas de vidéo, je ne peux pas l'évaluer. Parce que par défaut, tous les critères doivent être évalués pour que l'évaluation soit validée. Et en cochant cette case, on peut dire, bah, ce critère-là, spécifiquement, je ne peux pas l'évaluer. On doit définir la raison, par exemple, n'est pas applicable. Et du coup, je pourrais ne pas évaluer certains critères. Donc ça, pareil, c'est une option qui peut être utilisée dans certains cas. Vous pouvez définir un feedback ou pas, un feedback global, laisser la possibilité aux participants de laisser un commentaire ou non, et le rendre obligatoire. Voilà. Ça, c'est pour la notion des critères. Petite option qui est aussi bien pratique, une fois que vous avez défini des critères sur une phase, donc là, ça correspond pas trop parce que je l'ai mis dans la phase d'évaluation des feedbacks reçus, mais disons que je fais ma phase, je crée tous mes critères pour la phase d'évaluation des travaux. C'est les mêmes critères pour l'enseignant. Je peux cliquer sur reprendre d'une phase et je vais sélectionner la phase en question. Donc, je vais dire, je vais sélectionner la phase évaluation des travaux et j'aurai la liste de tous les critères et je pourrai tous les resélectionner en un clic, ce qui évite de le recréer pour des phases similaires à chaque fois. Donc là, en un clic ou deux clics, vous pouvez retrouver tous les critères d'une phase précédente pour les inscrire sur une nouvelle phase. Voilà pour la partie critères d'évaluation. On va passer rapidement pour les options. Donc, des options de la phase de dépôt de travaux. Alors, vous allez pouvoir mettre des restrictions sur le livrable qui est attendu. Donc, définir ce que vous souhaitez. Est-ce qu'il y a un champ texte? Est-ce qu'il y a des pièces jointes? Est-ce que un champ texte uniquement? Donc, pas de documents déposables. S'il y a des documents déposables, restreindre le nombre de documents que les étudiants peuvent déposer. Des formats. Donc, par défaut, on accepte tous les formats, mais vous pouvez définir une restriction sur le format. Imaginons que je veux qu'il ne dépose qu'un seul document au format PDF. Voilà, je peux mettre en place ce type de restriction. Vous pouvez définir le type de libellé. Ça, c'est vraiment, ça n'a pas d'impact, entre guillemets, c'est vraiment visuel. C'est ce que les étudiants ou les personnes qui vont évaluer verront. Ils verront élément de un tel ou réponse de un tel ou présentation de un tel. C'est pour donner un petit peu de contexte à l'évaluateur. Et généralement, on sait où travaux ou présentations qui sont utilisés sur cette option directement si c'est des travaux, des présentations en classe. Euh, des options de la phase d'évaluation, ça va être juste on souhaite lever l'anonymat ou non. Donc voilà, donc typiquement dans mon cas, je pourrais vouloir que l'évaluation soit anonyme pour les étudiants, mais pour l'enseignant, non, il doit avoir le nom des personnes qui l'évaluent. Donc là, je lèverai l'anonymat.
Donc c'est la seule option pour les évaluations. Idem pour les évaluations des feedbacks reçus. On peut lever l'anonymat si besoin. Et ensuite, dans la partie résultats, ici, je vais avoir deux grandes sections qui sont, enfin trois, on va dire, la visibilité des participants. Donc, vous pouvez définir ce que vous souhaitez que les participants voient dans cette phase de résultats. Vous pouvez complètement masquer les résultats. Vous, en tant qu'enseignant, ça ne vous dérangera pas parce que vous avez le suivi de l'activité, vous pourrez les consulter. Mais les participants, eux, ne pourront plus consulter les évaluations qu'ils ont reçues. Vous pouvez définir sinon des options pour vraiment affiner ce que vous souhaitez afficher aux participants. Vous avez toute une partie notation ici. Vous allez pouvoir définir comment la note sera calculée, donc définir la note finale, sur combien la note finale doit être calculée. Vous avez tout un tas d'options de coefficients par phase, etc. Donc, imaginons que je veux que ma phase d'évaluation des travaux pèse pour, par exemple, 20%. Donc, je peux mettre 20 ici. Ma phase d'évaluation des travaux par les enseignants pour 80. Et je peux même dire que ma phase d'évaluation des feedbacks reçus, ben, c'était juste un exercice de style. Elle ne doit pas compter. Donc, je peux tout à fait mettre un coefficient de 0 ici et j'aurai ma note sur 10 qui sera constituée de la note de l'enseignant plus à 20% de la note d'évaluation par les pairs. Et comme ça, vous pouvez construire les notes comme vous le souhaitez. Une fois qu'on a renseigné des critères dans une phase, j'en ai pas dans ces deux premières, mais dans l'idée, j'aurai des critères sur toutes mes phases, je peux aussi éventuellement appliquer des coefficients sur chacun des critères. Donc vraiment pour vraiment affiner complètement le calcul de ma note. Et après, la troisième section, c'est la section pénalité. Donc là, c'est assez simple. Vous pouvez appliquer des points de pénalité, que ce soit de retard ou de non-participation à une phase ici. Ça sera des points qui seront déduits de la note finale, en fait, hein. C'est pas juste des points sur une phase, c'est des points de la note finale. Faut comprendre ça. Voilà, c'est vraiment, je prends la note finale et si je mets 5 points, c'est énorme parce que voilà, ça fait la moitié de la note enlevée si ils ont, par exemple, déposé en retard. C'est pas juste 5 points sur certaines évaluations. C'est 5 points sur la note finale. Voilà pour la partie options et on va terminer. J'ai déjà pris un peu plus de temps que prévu. Pour la partie attribution des évaluateurs. Et là, comment ça fonctionne? Alors, par défaut, la plateforme s'occupe de tout. En fait, la seule chose que vous avez à faire, c'est aller dans la partie évaluation ici de cette option et de définir le nombre de travaux que les participants vont devoir évaluer. Et donc là, la plateforme s'occupe d'attribuer un nombre de travaux donnés, donc là 3 en l'occurrence, et chaque étudiant, à chaque fois qu'il va se connecter, il va avoir 3 travaux qui vont lui être attribués. Ensuite, un deuxième étudiant va se connecter, il aura 3 nouveaux travaux. Et en fait, la plateforme délivre les travaux attribués en fonction du nombre d'évaluations déjà reçues sur un travail. Et en fait, on se retrouve à la fin comme ça, avec une équité en nombre d'évaluations reçues. Si tous les étudiants jouent le jeu de l'évaluation, chaque travaux aura reçu le même nombre d'évaluations. Donc ça fonctionne tout seul. Généralement, on va dire dans 70% des cas, c'est utilisé tel quel. Vous définissez simplement le nombre d'évaluations à donner pour chaque, enfin, de travaux à donner à chaque participant. Donc, par exemple, je pourrais donner 3 ici pour les étudiants, mais par contre, l'enseignant, lui, ben, il ne faut pas qu'il ait 3 travaux, il faut qu'il puisse évaluer tous les travaux. Et donc là, vous allez vite définir le nombre de groupes. Ben, je ne sais pas, je crois que bon, j'ai que 3 groupes ici, donc ça fonctionnerait le 3. Mais imaginons qu'ici, je dise, ben, je veux que chaque étudiant n'évalue qu'un seul autre groupe. Et par contre, l'enseignant, lui, doit évaluer les 3 groupes ici. Et la plateforme lui attribuera tous les travaux. Donc ça, c'est pour l'attribution automatique, c'est la plateforme qui s'occupe de tout. Dans certains cas, vous allez pouvoir vouloir que des travaux soient évalués spécifiquement par telle ou telle personne. Généralement, quand on a une liste d'étudiants, d'enseignants ici, dans ce type de phase, on souhaite que ben, un tel évalue les travaux de tel groupe, un tel de tel groupe, et on pourrait avoir ça. Je vais quand même vous le présenter parce que c'est quand même très intéressant. Je vais ajouter une personne dans la phase d'évaluation des enseignants ici pour vous montrer comment ça marche. Je vais ajouter par exemple Ludovic ici. Et je vais retrouver dans l'attribution des évaluateurs, ici, j'ai non pas un, mais deux enseignants. Et ici, je ne vais pas vouloir que l'attribution soit automatique, je vais vouloir la définir. Donc, au niveau automatique, je vais mettre 0. Je ne veux pas que la plateforme s'occupe de l'attribution. Mais par contre, je vais pouvoir la fixer manuellement. Et ici, je vais dire que Ludovic doit évaluer spécifiquement les travaux du groupe A et Jean doit évaluer spécifiquement les travaux du groupe B et C ici. Voilà. Et on peut, en plus, on peut avoir une répartition pas forcément équitable entre les évaluateurs, etc. Et là, ben, en fait, quand Ludovic va se connecter, il aura uniquement le groupe A et Jean, quand il va se connecter, il aura uniquement le groupe B et C à évaluer. Donc voilà, et ça peut être du cumulatif. Dans certains cas, on souhaite qu'ils aient X travaux à évaluer, donc on peut tout à fait définir un nombre de travaux à évaluer ici. Par exemple, si je mets 2, qu'est-ce qui va se passer?
Jean, il aura toujours B et C, il n'y a pas de souci. Par contre, Ludovic, il aura A plus B ou C, en fait. Et on va lui attribuer un deuxième travail, en fait, ici. On lui a défini un, mais comme on a dit qu'on devait, chaque participant de cette phase devait en avoir deux, eh bien, la plateforme va lui attribuer un deuxième travail de façon aléatoire entre B et C ici. Voilà. Alors, ça n'aurait pas trop de sens, hein, mais dans l'idée, c'est pour vous montrer le fonctionnement. Dans mon cas, ça n'a pas forcément de sens. Mais on peut utiliser ces deux options. Voilà, et en fait, après, on a une dernière partie assistentielle. Je vous présente ça rapidement. Sur chacune des phases, on peut ajouter des petits agents IA qui vont répondre à des besoins spécifiques. Donc, sur les phases de travaux, on a des agents qui vont venir aider les participants à réaliser leur travail. Donc, ça va se baser sur les consignes, etc., sur le travail fourni par l'étudiant pour lui apporter des pistes d'amélioration. Donc, si on souhaite ajouter un agent, on clique ici sur l'assistance à la rédaction, on ajoute. Donc, on a un petit agent tout prêt qu'on peut ajouter. Pour les phases d'évaluation, on a de l'assistance à la rédaction, donc à la rédaction des feedbacks, hein, évidemment, pas à la rédaction de l'évaluation, là, vraiment la rédaction des feedbacks, on ne va pas évaluer à sa place. Donc, au cliquer ici sur Ajouter, on a différents agents, on peut consulter ce que fait chaque agent et hop, voilà, assistant, aider l'étudiant à rendre son feedback plus pertinent et utile. Je vais sélectionner cet agent ici. Pour l'enseignant, on peut avoir aussi de l'assistance à la rédaction. On a un agent spécifique qui va faire de la pré-correction de travaux. Donc, on peut venir sélectionner cet agent-là. Voilà, il va apporter, quand on va actionner cet agent sur cette phase-là, quand un enseignant va actionner cet agent, ça va lui proposer une pré-correction du travail qui est fourni. Donc, ça consulte le travail, ça consulte les critères d'évaluation. On peut définir, personnaliser complètement ce qu'on souhaite avoir ici comme information pour la pré-correction et l'agent va s'occuper de tout et fournir une pré-correction ici directement. Pareil pour l'assistance à la rédaction sur les feedbacks qu'on a reçus, hein. On a des. Alors pour le coup, là j'en ai pas, mais on en a certains spécifiques qu'on peut créer directement. Et pour les résultats, on peut avoir un agent qui va synthétiser ici toutes les évaluations qu'on a reçues directement pour éviter aux participants d'aller vérifier s'ils ont reçu des dizaines et des dizaines de feedbacks. Au lieu d'aller vérifier feedback par feedback un petit peu ce qu'on nous a dit, on a des agents de synthèse qui vont venir vraiment faire une synthèse globale de toutes les évaluations qu'on a reçues ici directement. Donc on ajoute un agent et on l'a, et ça permet aux étudiants d'avoir une synthèse avec euh, point d'amélioration, etc. euh, sur point fort, axe d'amélioration sur leurs travaux. Voilà j'ai fait un petit peu de tour. Voilà pour les fonctionnalités un petit peu avancées. Donc, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est la planification, c'est la façon dont on inscrit les participants avec les différentes possibilités, type sélectionner à partir du cours, sélectionner à partir d'un fichier ou récupérer à partir d'une phase et l'attribution. Voilà. Une fois que vous avez compris ces trois grands principes, après, autour, c'est un petit peu de la cosmétique pour affiner ce qu'on veut, mais en comprenant bien ces trois étapes, on arrive à construire des challenges beaucoup plus avancés. Bon, j'ai pas mal débordé, je suis désolé pour ceux qui, qui attendent d'aller manger. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat ou directement. Voilà, je vous laisse poser vos questions directement. Oui, si je peux me permettre encore une Oui, question. bien sûr, bonjour Rudy. Euh, Bonjour, bonjour Florent. J'ai un usage un peu avancé. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est possible. J'explique très vite. Allez-y. Je voudrais commencer par une phase d'auto-évaluation Oui, pour que les étudiants se positionnent par oui, rapport au respect des consignes d'un projet, une ok. remise de production. Euh, Ensuite, a priori, remise de projet ou prestation, enfin quelque Ouais, oui, chose. oui, tout à fait, ouais. Et j'aimerais savoir s'il est. Donc, jusque-là, je vois comment faire. Ok. Mais j'aimerais savoir si on peut demander aux étudiants d'évaluer non pas la production ou la prestation, mais l'auto-évaluation Alors, leur propre auto-évaluation ou l'auto-évaluation d'une autre des personne? autres. Des autres. Alors oui, Je on peut. pense pas. Oui, Oui, ok. on peut tout à fait. En fait, si je reviens, alors imaginons, on va un petit peu oublier tout ça, on va se faire une nouvelle brique ici. Donc, je fais mon auto-évaluation ici. Hop, voilà, je mets ça. Donc, on va partir d'ici, hein, on oublie tout ça. Vous avez votre première auto-évaluation. Vous avez éventuellement un dépôt de travail qui est réalisé ici.
Et en deuxième temps, vous avez une évaluation de la qualité des feedbacks. Et en fait, ça vaut aussi pour évaluer des évaluations. Et donc là, je vais dire, est-ce que je souhaite évaluer? Et donc là, vous dites, je souhaite évaluer l'auto-évaluation. Voilà. D'accord. Et je fais suivant. Et en fait, on voit, si je décale un petit peu ma caméra, voilà, et on voit que cette phase d'auto-évaluation, ici, si je clique sur les phases liées directement, eh bien, c'est bien l'évaluation de la qualité des évaluations. C'est cette phase-là. Donc, les participants de cette phase-là viendront évaluer de façon un petit peu aléatoire un nombre d'évaluations qui ont été données sur les auto-évaluations. OK. Donc, oui, c'est possible en Super. faisant comme ça. Voilà. Merci. Et voilà, en définissant certains critères, etc., voilà, on pourra un petit peu voir les auto-évaluations qui ont été faites et les évaluer. On pourrait même imaginer, dans ce cas-là, dire, avec l'attribution des évaluateurs, dire que les personnes qui vont évaluer ici, on leur crée aussi une phase d'évaluation de travaux. Ici, je vais mettre des travaux présents. Je vais vous montrer un petit peu l'idée que j'ai derrière. Hop, voilà. Donc ici, les participants d'évaluation des travaux viendront évaluer les dépôts de travaux et les participants de l'évaluation de la qualité des feedbacks viendront évaluer les auto-évaluations. Et on pourrait avoir les mêmes personnes ici qui évaluent et les mêmes personnes évaluent le travail et l'auto-évaluation. Comme ça, ils ont une vue globale, ils évaluent le travail de la même personne et son auto-évaluation en amont pour voir Oui, s'il oui, y a une corrélation, est-ce que la personne s'est surévaluée, enfin, je ne sais pas quels sont vos critères d'auto-évaluation, mais dans l'idée, on pourrait avoir quelque chose de global comme ça, en fixant, en utilisant justement l'attribution des évaluateurs, en disant je veux que spécifiquement, je veux pas que ça soit aléatoire parce que sinon les travaux ne pourront pas correspondre aux auto-évaluations, mais je veux spécifiquement que telle personne évalue telle personne sur son auto-évaluation et sur son travail. Voilà, on oui, pourrait même imaginer quelque chose comme ça. oui. C'est logique, hein. C'était un peu ma question suivante. D'accord. Sur une prestation type présentation, ça se ferait naturellement, mais s'il y a une Oui, production c'est écrite, ça. il Voilà. faut, Il il faut faut effectivement relier. qu'ils aient Voilà. accès pour Exactement, juger. pour juger. Donc ça se présenterait sous cette forme avec une auto-évaluation, un dépôt de travaux, une évaluation spécifique pour l'auto-évaluation et une évaluation spécifique pour les dépôts de travaux. Et avec la liaison des phases, c'est bon. Et avec l'attribution des évaluateurs, on viendrait fixer tout ça. OK, Voilà. c'est cool. Très bien. Ça répond à votre question? Tout à fait. Parfait, super. Merci. Parfait. Ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, vous dire à Moi, très bientôt. j'avais, Oui, ah ben c'est excusez-moi, très bien. j'avais Oui, juste oui. une petite question. Alors, je sais Allez-y. que je cherche comment remettre ma caméra, ce serait quand même plus agréable. Bon, Bientôt. sinon, c'est pas très grave, hein. C'est pas Sinon, grave, on va faire ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Ah, ben Ouais, voilà, voilà. c'est bon, ça marche. Juste, mais c'est une question très bête, hein, mais Il n'y a pas de j'aurais question voulu bête. savoir, je vais essayer. J'aurais voulu savoir, parce que je vois qu'on peut rentrer des activités dans Challenge Me qui sont des activités propres à Challenge Me, mais admettons que je veuille avoir une auto-évaluation d'un étudiant sur les consignes, que je veux une auto-évaluation sur des connaissances, mais que ensuite je veuille vérifier les connaissances au moyen d'un test Moodle. Oui. Est-ce que ça peut être, le test peut être intégré le résultat dans le challenge, où il n'y Alors a pas non, de non, possibilité? il y a pas de lien. Nous, généralement, ce qu'on propose dans ce cas-là, c'est d'intégrer le test dans le challenge et trouver une forme de test dans le challenge où, en fait, il y aura l'auto-évaluation. Ensuite, il y aura une phase de dépôt de travaux qui sera le test, si c'est des Le test, questions et ok. les étudiants viendraient répondre à ces questions, etc. Donc là, Ok. si on veut avoir une vue globale sur l'auto-évaluation et la réponse au test, ben, on essaye d'intégrer dans le challenge parce qu'on ne pourra pas avoir je sais pas moi, l'outil quiz de Mhm. Moodle qui viendrait parler avec Challenge Me. Il y a pas de connexion entre les deux. Ok, ben bon. Voilà. Merci. Pas de Merci souci. beaucoup, hein. Parfait, ça marche. Au Merci. revoir. Allez bien. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.